Le rapport sur la situation des droits de l'homme dans le monde au cours de l'année 2023 réalisé par le département d'État américain est déjà disponible. Dans ce rapport, la gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19 au Togo a été mentionnée. En effet, en début d'année 2023, la Cour des comptes avait publié son rapport faisant état d'irrégularités importantes dans la gestion des fonds de la lutte contre la COVID-19. Selon le département d'État américain, ce rapport de la Cour des comptes avait pointé du doigt plusieurs structures et institutions gouvernementales, notamment la primature, les ministères de l'économie numérique, de la santé et du commerce, entre autres, ainsi que le Comité national de coordination pour la gestion de la riposte à la COVID-19. Concernant le ministère de l'économie numérique, il a été identifié dans le rapport comme responsable de la mauvaise gestion de plus de 13 milliards de francs CFA et le refus de coopérer avec les auditeurs. Ce qui signifie, selon le département d'État américain, que la corruption est érigée en système au Togo. Autrement dit, la corruption dans le pays s'est amplifiée et est devenue une réalité qui mine la vie sociale, économique et politique. Les exportations togolaises ont encore connu une hausse au cours du troisième trimestre de l'année 2024. Les exportations se sont élevées à plus de 213 milliards de francs CFA selon le récent bulletin trimestriel des statistiques du commerce international des marchandises. Au troisième trimestre de l'année 2023, les exportations du Togo n'avaient pas pu franchir la barre des 200 milliards. Dans le compte des importations togolaises, le Togo a dépensé plus de 500 milliards au cours de ce troisième trimestre, quand au cours de la même période de 2023, les importations tournaient autour de 400 milliards. Si les échanges ont évolué en exportation comme en importation, cela n'a pas empêché le pays de réaliser un solde commercial déficitaire de près de 300 milliards de francs CFA. Au cours du troisième trimestre 2024, les exportations togolaises ont été essentiellement dominées par du phosphate, des huiles de pétrole, des sacs, sachets, pochettes et cornets en matière plastique. Quant aux importations, elles sont dominées par les huiles minéraux bitumeux, les véhicules à moteur pour le transport des personnes et les médicaments. L'Inde demeure le premier client du Togo avec une part de 20,1% des exportations du trimestre. Elle est suivie du Burkina Faso avec une part relative de 13,7% des exportations. Parlant des fournisseurs du Togo, la Chine caracole en tête, viennent ensuite la Russie et la France. Pour la bonne gestion des catastrophes naturelles, le Togo vient d'enregistrer un appui significatif. La Banque ouest-africaine de développement BOAD a annoncé le premier déclenchement de son produit de prêt adapté aux catastrophes naturelles. Ceci en raison des fortes pluies et des inondations enregistrées le mois dernier dans plusieurs régions du pays. Ce mécanisme d'assurance novateur vient donc offrir un soutien budgétaire et des liquidités rapides au Togo, lui permettant de faire face aux dommages et aux besoins urgents des populations touchées par cette catastrophe. Dans le cadre de cet appui, le Togo devrait donc recevoir un soutien financier rapide de 6,6 millions d'euros, environ 4,3 milliards de francs CFA, payés par l'African Risk Capacity, une agence de l'Union africaine spécialisée dans l'appui au gouvernement face aux événements climatiques extrêmes et aux catastrophes naturelles. Ces ressources permettront de couvrir les coûts des catastrophes comme l'aide d'urgence aux victimes et la reconstruction sans affecter la capacité du pays à rembourser ses prêts. Lancé en août 2024, le PACAN est une première dans la sous-région et inclut également le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal à travers ses prêts à des conditions avantageuses pour financer des projets d'adaptation au changement climatique. Pour ce projet pilote, le portefeuille global des prêts pour les 4 pays s'élève à 314 millions d'euros, soit 206 milliards de francs CFA. Les maladies tropicales négligées MTN demeurent un enjeu de santé publique majeur en Afrique et le Togo n'échappe pas à cette réalité. Si les causes directes des MTN sont souvent infectieuses, les facteurs de risque associés, notamment les habitudes alimentaires et le mode de vie, contribuent à leur aggravation. L'enquête STEPS, réalisée sur toute l'étendue du territoire togolais de décembre 2021 à février 2022, met en lumière des comportements préoccupants comme l'ajout excessif de sel dans les repas.
Selon les résultats, 12,8% des Togolais adultes ajoutaient régulièrement du sel ou de la sauce salée à leur plat juste avant ou pendant le repas. Ce comportement, plus courant chez les hommes que chez les femmes, tend à diminuer avec l'âge, la tranche des 45-69 ans étant la moins touchée. En moyenne, les Togolais consomment 9,3 grammes de sel par jour, soit presque le double des 5 grammes recommandés par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Cette surconsommation augmente les risques d'hypertension artérielle, d'accidents vasculaires cérébraux, de maladies rénales et de troubles métaboliques. En contexte tropical, ces complications peuvent exacerber la vulnérabilité des populations face au MTN, compromettant la lutte contre certains MTN, notamment celle aggravée par la rétention d'eau et l'hypertension, freinant aussi les efforts de prévention. Limiter la consommation de sel est essentiel pour préserver sa santé. Chaque personne est invitée à repenser ses habitudes alimentaires en réduisant les ajouts de sel au repas. Cet effort, bien qu'individuel, peut avoir un impact collectif sur la prévention des maladies et sur l'amélioration durable de la santé publique au Togo. Des manifestants anti-féminicides dispersés par la police à Nairobi. Dans la capitale kenyane, la police a dispersé une marche pacifique commémorant la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes en utilisant des gaz lacrymogènes. Les manifestants, qui scandaient des slogans tels que la vie des femmes compte, ont dénoncé l'inaction du gouvernement face au féminicide. La police est celle qui tue les femmes. C'est pourquoi elle ne veut pas que nous protestions contre leur meurtre. Ils sont censés nous protéger, mais ce sont eux qui propagent la violence contre nous. Nous voulons donc des comptes. Les manifestants ont critiqué le président William Ruto pour son manque d'action face au féminicide. Ils ont exigé des mesures concrètes et des arrestations pour mettre fin à ces violences. Combien de femmes doivent encore mourir pour que ce gouvernement agisse? Nous sommes ici pour dire au gouvernement qu'aujourd'hui nous lançons les 16 jours d'activisme. Ruto ne peut pas simplement dire qu'il y a des féminicides. Il a un rôle supplémentaire. Il devrait nous dire combien de personnes ont été arrêtées cette année pour féminicide. Combien? Ils ne peuvent pas venir se plaindre comme nous. Pourquoi sont-ils au gouvernement? Selon les agences de police kenyanes, 97 cas de féminicide ont été signalés dans diverses régions du pays au cours des 3 derniers mois. La Namibie pourrait élire sa première femme présidente lors des élections de mercredi 27 novembre. Au moins 1,4 million de personnes, soit environ la moitié de la population, se sont inscrites sur les listes électorales, avec 15 partis politiques en lice pour la présidence et les sièges à l'Assemblée nationale. Parmi les candidats en lice, la vice-présidente du pays, Netumbo Nandi-Ndaitwah, et son parti, la South West Africa People's Organization, ont été annoncés en tête par les résultats anticipés révélés par la commission électorale de Namibie. Âgée de 72 ans, elle a promis de créer davantage d'emplois et de s'attaquer au taux de chômage de 20% chez les jeunes. Son parti devra faire face à la concurrence des Patriotes indépendants pour le changement, dirigés par Pendulani Itula, et le parti Affirmative Repositioning de Job Amupanda. Le 5e et dernier cycle de négociations pour l'élaboration d'un traité mondial visant à éradiquer la pollution plastique a débuté lundi en Corée du Sud. La réunion qui se déroule à Busan du 25 novembre au 1er décembre prochain a débuté par des appels de représentants en faveur de l'adoption d'un traité ambitieux et robuste. Personne ne souhaite que des particules de plastique imprégnées de produits chimiques se retrouvent dans son sang, ses organes ou dans le corps de son enfant à naître. Ceux qui trient les déchets plastiques pour survivre, les ramasseurs de déchets, aspirent à travailler dans des conditions dignes, sûres et justement rémunérées. Le monde aspire à mettre fin à la pollution plastique. Le monde doit mettre fin à la pollution plastique.
Je vous exhorte donc à adopter cette semaine un instrument ambitieux qui nous guidera sur cette voie, non seulement pour aujourd'hui, mais pour des milliers de jours, de mois et d'années à venir. Les 178 pays présents doivent parvenir à un accord sur plusieurs points essentiels, notamment le plafonnement de la production de plastique ou encore l'interdiction potentielle de substances chimiques toxiques. Mobilisons tous les outils de multilatéralisme, chaque parcelle de créativité et chaque instant de dialogue pour transcender nos divergences et concevoir un traité aussi ambitieux que le permet notre détermination collective. C'est la 5e fois que les nations du monde se rassemblent pour tenter de négocier un accord juridiquement contraignant sur la pollution plastique. L'Organisation mondiale de la santé a décidé de maintenir son niveau d'alerte maximal face à l'épidémie de Mpox qui sévit en République démocratique du Congo et dans les pays voisins. Cette décision s'appuie sur l'augmentation des cas, les défis opérationnels persistants et la nécessité d'une réponse coordonnée pour endiguer l'épidémie. En RDC, principal foyer de l'épidémie, près de 40 000 cas et plus de 1000 décès ont été recensés. Malgré ces chiffres alarmants, le pays déploie des efforts soutenus pour limiter la propagation de cette maladie, notamment face à une nouvelle souche plus contagieuse détectée dans l'est du territoire. L'OMS ayant déclaré une urgence de santé publique internationale en août poursuit son action pour mobiliser des fonds, coordonner les efforts et accélérer le développement des vaccins. À ce jour, plus de 50 000 personnes ont été vaccinées et une nouvelle campagne de vaccination débutera la semaine prochaine à Kinshasa. En 2023, au moins 51 100 femmes ont été victimes de violences de genre ayant conduit à leur assassinat, souvent commis par un partenaire ou un membre de leur famille. En clair, une femme a été tuée toutes les 10 minutes selon les données révélées par 2 agences des Nations Unies. Nous mettons en lumière la lutte contre la violence faite aux femmes. Notre colère s'exprime pour plusieurs raisons. La première est que malgré la présence d'une femme présidente dans le pays, celle-ci agit en accord avec le patriarcat. Elle reste indifférente à la violence de genre et aux autres enjeux qui touchent les femmes. Selon ce rapport publié le 25 novembre, où le monde observe la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, c'est en Afrique que le nombre de meurtres commis par des partenaires ou des membres de la famille a été le plus élevé en 2023, avec 21 700 victimes. Nous sommes nombreuses aujourd'hui à nous rassembler pour dire un non clair et ferme au patriarcat et pour réaffirmer l'importance de la culture du consentement. Tout ce qui n'est pas un oui explicite dans une relation est un viol. Il est crucial de rappeler cette vérité, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour de l'année, car le patriarcat ne se combat pas uniquement lors des manifestations. Malgré les efforts déployés pour prévenir ces violences, les meurtres de femmes et de filles demeurent à des niveaux alarmants, selon l'ONU.